Bonjour chers amis, bonjour mesdames, messieurs. Je suis Aimé Mfulangangui, ministre plénipotentiaire, ancien directeur de l'intégration régionale, ancien directeur général adjoint de la coopération internationale du Gabon, ancien conseiller du secrétaire général de la CEAC chargé des questions de paix et de sécurité. Je suis expert certifié Union africaine en conduite des opérations de paix. Je suis Jean-Louis Kombila, ministre plénipotentiaire, ancien premier conseiller au Liban, ancien consul général du Gabon en France et ancien conseiller du président de la République. Oui, Franklin Makanga, je suis ministre plénipotentiaire, ancien ambassadeur, représentant permanent adjoint du Gabon près des Nations Unies à New York. Donc là, nous avons les avis de mes chers amis ici présents qui tentent de nous rassurer qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Cependant, il y aura quand même guerre quelque part. Et que pensez-vous de ce qui se passe donc entre Israël et l'Iran? Est-ce que, je pose la question de manière triviale, est-ce que l'Iran ne serait pas en train de chercher un prétexte pour attaquer Israël? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je crois que la relation conflictuelle entre l'Iran et Israël ne date pas d'aujourd'hui. C'est une relation ancienne et cette attaque inattendue, même si les autorités iraniennes parlent de l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui parle de l'autodéfense. Légitime défense préventive ou légitime défense d'une attaque. Le consulat iranien, c'est bien un consulat iranien en Syrie, a été attaqué. Et vous connaissez le principe de l'extraterritorialité qui fait que cet espace relève de l'État iranien. Ils se sont fondés donc sur cette attaque pour contre-attaquer. Donc pour l'Iran, c'est une légitime défense en entendant que la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, se prononce. Vous l'avez vu, dimanche dernier, le Conseil a tenu une session spéciale consacrée à cette situation et je rejoins mes amis, mes collègues, les membres du Conseil, de façon unanime, ont appelé à la restreinte, à l'apaisement, à la désescalade de la situation. Mais est-ce que du côté d'Israël aussi, cette attaque de l'Iran ne serait pas un bon prétexte pour pouvoir en finir avec ce conflit qui dure, pour en finir avec la Palestine notamment? Je crois que le conflit israélo-palestinien est très complexe, qui est né de la création de l'État d'Israël. Ensuite, il y a eu tous les conflits, la guerre du Kippour, etc., l'annexion des territoires occupés. Ça fait plus de 50 décennies que ce problème est sur la table des Nations Unies. Il y a une série de résolutions sur le conflit, mais on n'a pas toujours trouvé une solution simplement parce qu'Israël a des alliés très puissants. Mais je voulais préciser quelque chose concernant la situation actuelle. Le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, serait le premier responsable de cette escalade. Ah. Oui, Comment? parce qu'au niveau national, plus de 70% des Israéliens ne veulent plus de lui. Ils veulent son départ. Même les Américains l'ont dit ouvertement il n'y a pas longtemps. Excellent, vous êtes de l'avis. Vous êtes de l'avis. Ce sont les sondages. Hein. Ce sont les sondages. Ce sont les sondages. Voilà. Mais et même, on sait que Benjamin Netanyahu aussi est un animal politique qui peut rebondir. Tout à fait. D'ailleurs, il a souvent rebondi. Exactement. Et donc, mais il ça. a souvent rebondi, c'est vrai. Mais ce qui fait son moteur, c'est quand même le conflit. C'est ça. Oui, bien sûr. Non seulement avec la Palestine, donc oui, l'État palestinien ou les territoires occupés, et Israël, et l'Iran plutôt, la République islamique. Parce que Netanyahou est le responsable politique israélien qui a juré de mettre un terme ou d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Donc, oui, c'est vrai qu'il est honni, mais je pense que les Israéliens pensent qu'en matière de conduite de la guerre, ils ont besoin de lui. Oui, pour rebondir sur ce qu'il dit, l'opinion nationale israélienne est contre cette guerre.
l'opinion, on a vu, après les premières frappes de ces missiles et drones, beaucoup d'Israéliens se sont rués à l'aéroport, voulaient quitter le territoire. C'est donc l'attestation de ce que je viens de dire. Et Netanyahou s'est nourri de la guerre. Et aujourd'hui, il est impopulaire en Israël, et même ses alliés ne le soutiennent plus. Je crois il y a quelques jours, j'ai regardé au niveau du Sénat américain qui demande sa démission. Les rapports entre les États-Unis et le Premier ministre ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Donc il y a cet aspect aussi qu'il faut prendre en compte. Et vous avez vu que les Américains ont demandé à Israël de ne pas riposter militairement. Mais ils s'est entêté. Ils disent qu'ils veulent rien entendre, ils vont riposter sans le soutien des Américains, qui ont clairement indiqué qu'ils ne vont pas le soutenir en cas de riposte militaire. Mais justement, sur cette question, on sait que plusieurs pays occidentaux, et en première ligne les États-Unis, sont les soutiens indéfectibles d'Israël sur ces questions-là, et notamment pour la sécurité d'Israël. Est-ce que vous pensez que c'est évident pour les États-Unis qu'ils ne vont pas soutenir Israël si Israël s'en va en guerre contre l'Iran? Ils l'ont dit. Ils l'ont dit officiellement. Bon, officiellement, ils l'ont dit. Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que Israël ne peut pas aller jusqu'en Iran, frapper jusqu'en Iran, sans l'aide des Américains. C'est ce qu'ils veulent Ça, faire. il faut être sûr. Non, ils ne peuvent pas. Ils ne pourront pas. C'est vrai qu'ils ont une force aérienne efficace, mais ils ne peuvent pas partir de Tel Aviv ou je ne sais pas d'où, d'Israël pour l'Iran, sans l'aide, ne fût-ce que pour le ravitaillement aérien de ces aéronefs. Or, c'est les Américains qui peuvent les aider. Si les Américains disent qu'ils ne le feront pas, ils savent aussi. Et si on nous cachait un peu la puissance militaire de l'Iran? On va en parler tout à l'heure. Parce que, on a vu, hein, c'est quand même 320 objets volants que l'Iran a envoyés vers Israël. C'est vrai que 99 ou 97% ont été détruits, mais il y a quand même 3% qui sont arrivés, malgré la puissance, la possibilité pour Israël de se défendre et l'aide des alliés. Parce que n'oublions pas aussi, n'oublions pas aussi que si Israël ou si 97% des missiles et drones iraniens ont été abattus, c'est parce qu'il y a eu l'aide des alliés. Israël seul n'aurait pas pu contenir cette furie. Je ne pense pas. Du même avis, Aimé, sur cette contenance, cette possibilité de pouvoir contenir les attaques iraniennes par Israël. D'abord, je voulais poursuivre avec Franklin qu'effectivement le conflit israélo-arabe, j'allais dire arabo-perse, date de 1947, par la résolution de création de l'État d'Israël à la suite de la Shoah, comme vous le savez. C'est ça, la résolution 242. Voilà, on affecte, je crois, 55% du territoire de la Palestine à Israël, au peuple juif, qui était déjà là sous la colonisation britannique, et 45% au peuple arabe, qui était aussi là, déjà sous la colonisation britannique, et qui d'ailleurs s'opposait alternativement, en fonction des circonstances, à la puissance occupante qu'était la puissance britannique. Et puis une fois que cette résolution, cet État a été créé officiellement, dès 1948, la première guerre, la fameuse Anakba, c'est ça. En tout cas, ça veut dire la catastrophe à la suite de qui a fait... c'est le premier traumatisme arabe, en fait, dans cette affaire. Ensuite, les guerres israélo-arabes se sont multipliées. Donc, l'Israël n'a jamais été que dans ce climat d'insécurité structurelle. Ce qui est nouveau, c'est
c'est cette attaque de l'Irak directe. Parce que déjà, le Hamas, avec le 7 octobre, 7 octobre, oui. c'était la première fois que l'Israël était ainsi éventré directement sur son sol de la manière la plus quasi conventionnelle. Je ne parle pas des attaques au couteau, les Palestiniens, des jeux de pierre, etc. Mais une attaque quasi conventionnelle. C'était la première fois. C'est un peu comme New York en 2001. En 2001, avec Al-Qaïda. Et puis, l'autre événement inédit, c'est cette attaque de l'Iran qui est intervenue parce qu'il fallait laver l'affront quand même de son territoire. Représenté par parce que, comme disait Franklin, en vertu du principe de l'extraterritorialité, c'est le territoire iranien qui a été attaqué. Donc il fallait, je crois qu'ils avaient juste pratiquement une question d'honneur. Et il me semble, c'est mon sentiment, et quand Jean lui disait, et si on cachait la puissance iranienne, il me semble précisément que les attaques d'Iran en Israël, ils n'ont pas utilisé le maximum de leur force offensive, il me semble. Les armes qui ont été, les missiles et les drones qui ont été envoyés, je pense qu'Israël avait les capacités seul de s'en protéger. Le hic, c'est que, et ça c'est pour vous répondre, est-ce que l'Israël va forcément répondre? La guerre, c'est aussi une question de conjoncture et de circonstances. Aujourd'hui, l'allié principal de l'Israël, c'est les États-Unis. J'allais dire aujourd'hui. Hier et aujourd'hui. Toujours. Mais sauf que les États-Unis sont dans une campagne électorale. Il y a un grand spécialiste de relations internationales français qui disait, lorsque le chef d'État américain prononce un discours aux Nations Unies, il ne s'adresse jamais qu'aux Américains. C'est-à-dire que la politique étrangère américaine est toujours tributaire des questions intestines américaines auxquelles il faut répondre. Donc l'Amérique aujourd'hui tournée sur son élection présidentielle, Joe Biden qui est aux commandes doit y aller, comme on dit, sur les pattes de colombe, c'est-à-dire avec le moins de tapage possible, le moins d'erreurs possible, et donc une sorte de gel de l'action diplomatique et stratégique américaine tant que l'élection américaine n'est pas passée. Parce que les deux principaux protagonistes se scrutent. Donc à la moindre erreur de Biden, elle lui sera fatale. Exactement. Donc elle sera moins enclin l'Amérique de Biden à aller en guerre aujourd'hui. Ça c'est au plan extérieur. Au plan de la région, n'oubliez pas que Jean-Louis disait tout à l'heure, comment l'Israël ira jusqu'en Iran? Il va par voie aérienne. Mais pour aller par voie aérienne, ça veut dire que tu survoles les espaces aériens. Dans les drones et les missiles iraniens qui ont été stoppés, beaucoup ont été stoppés au niveau de l'espace aérien de la Jordanie. Et donc, c'est l'armée jordanienne et l'armée française et américaine qui sont là, qui n'ont pas laissé passer. Et de la même manière, l'Israël aura besoin, elle qui a commencé en plus un processus de normalisation, souvenez-vous des accords d'Abraham, en 2000, septembre 2000. Donc l'Israël qui a commencé un processus de normalisation avec les pays arabes aura à cœur de s'entourer d'abord, à minima, de l'indifférence, d'accord, sinon de la complicité des autres pays, du Proche-Orient pour se permettre d'aller jusqu'en Iran. Voilà. Et ça, c'est pas gagné. Ça, c'est pas gagné. Donc, à très court terme, nous pouvons noter que oui, l'Israël a trouvé en effet une opportunité d'attaquer l'Iran, parce qu'elle sait aussi, l'Israël, que l'Iran est sur le banc de la communauté internationale, elle est l'objet de sanctions internationales, elle est soupçonnée à tort ou à raison de détenir et de fabriquer l'arme nucléaire. Et donc tout le monde veut en découdre avec l'Iran. Et l'Israël a beau jeu de dire, vous voyez, c'est pas faux tout ce qu'on dit sur l'Iran. Et donc là, ce qu'elle a fait là, elle peut faire même pire si on ne l'arrête pas. Donc moi je prends l'engagement de l'attaquer. Ça c'est une chose. Mais une autre chose est ce que les Grecs appellent le kairos. Quel est le bon moment pour le faire? Et je pense qu'on n'est pas dans le bon moment pour le faire. D'abord parce que l'élection américaine est encore là. Et ensuite parce que il faut ménager les pays arabes. L'Arabie Saoudite, dont les États-Unis rêvent
de l'alliance entre elle et l'Israël n'est pas encore, même si elle est l'adversaire de l'Iran, mais elle ne se laisse pas encore aller dans cet embarquement au détriment de la cause palestinienne. Attention, Parce que la cause... les deux se sont rapprochés quand même, hein, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Oui, Pas- justement. Justement. Franklin. Oui, je voulais aussi ajouter un élément très important. Il a évoqué l'élection américaine à la fin de cette année. C'est vrai que c'est un élément important. Mais vous constaterez que depuis le déclenchement de la guerre russo-iranienne, il y a une recomposition russo-ukrainienne. Ukrainienne. Et voilà, il y a une recomposition en termes de blocs, n'est-ce pas, au niveau international. Vous voyez bien que la République populaire de Chine, et la Fédération de Russie et d'autres pays en développement sont en train de se constituer en bloc. Et il ne faut pas oublier que derrière l'Iran, il y a la Fédération de Russie, et même la Chine et d'autres pays. Hein. Les BRICS. Ouais, les BRICS. Et on a vu ouvertement la Russie dire que si, en cas d'attaque contre l'Iran, si les Américains s'impliquent, eux aussi vont entrer dans la danse du côté iranien. Donc il y a un embrasement Il y a un embrasement possible, mais cet embrasement possible fait que les Américains sont obligés de temporiser. Parce qu'ils savent très bien que si les Russes, les Chinois et les autres entrent dans la danse, ça va automatiquement créer une situation incontrôlable. C'est ce qui rend précisément improbable la guerre mondiale. Absolument. Voilà. Absolument. Parce que la guerre mondiale équivaudrait aujourd'hui à l'extinction du globe. De l'humanité, tout à fait. Absolument. Absolument.